Une vie très mouvementée, très complète, intéressante, dangereuse, mais une vie qui m'aura enchanté. Lorsque j'étais tout petit, à Montbéliard, mon père était professeur et il avait des élèves. Parmi ses élèves, il avait des élèves américains qui avaient une très belle voiture, une grosse voiture américaine. Et pendant que je suivais le cours avec mon père, la voiture était sur la route, une route en pente, sur 200 mètres devant, et au bout de ces 200 mètres, un grand mur. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, espiègle, j'avais 6 ans ou 7 ans. Je suis monté dans cette voiture. J'ai invité mes petites copines qui étaient là à monter également dans cette belle voiture américaine. Et puis j'ai touché le volant, j'ai touché ceci, cela, et à un moment donné, j'ai touché le frein. J'ai touché le frein et la voiture est partie, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Elle a pris de la vitesse, et ça devait arriver. Ne sachant pas freiner, la voiture est allée dans le mur. L'américaine a été défoncée. Mon père a été obligé de payer toutes les réparations. Vous voyez, j'étais un sacré garnement déjà. Je n'avais que 6 ans ou 7 ans. Et oui, des souvenirs de jeunesse. J'ai également un souvenir à Montbéliard, pendant la guerre, en 1940. J'étais dans une maison, je ne m'étais pas rendu compte que les fenêtres avaient été minées. Et lorsque j'ai ouvert cette fenêtre, une forte détonation, et l'homme qui se trouvait à côté de moi, un camarade, a été tué. Vous voyez, le front n'était pas à Montbéliard, il était déjà loin. Mais quand on ne connaît pas l'art de la guerre, on commet des erreurs. Toute ma vie, je m'en suis voulu d'avoir ouvert une fenêtre sans regarder. Ceci n'est pas grave. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que pendant la guerre 40, je me suis trouvé dans des situations particulières. À Boulogne-sur-Mer, j'avais fait la connaissance d'une jolie demoiselle. Elle était belle. Elle avait des yeux magnifiques. Et nous nous étions donné rendez-vous au 2e étage, dans une maison, où nous commencions à être heureux, lorsqu'à un moment donné, les sirènes ont résonné. Les avions allemands sont arrivés. La maison a été bombardée. Le rez-de-chaussée et le premier étage détruits. Complètement isolés. Les flammes ont commencé à lécher le 2e étage. Pas d'escalier. Avec ma jolie demoiselle, je voyais la mort arriver. Pour un jeune sergent, c'est pas tellement glorieux de périr dans un incendie, alors que mon devoir était de combattre. Eh bien, imaginez-vous, le plancher s'est ouvert.
Nous avons, elle et moi, fait une chute de au moins 6 mètres. Ni l'un ni l'autre n'avons été blessés. Je m'en souviens encore. C'était vraiment de la chance. J'ai écrit d'ailleurs à ce sujet un article que j'appelle « L'amour et le feu » que vous pouvez trouver dans le bouquin réalisé par Léon Bohin, mon ami. Puisque nous parlons de Léon Bohin, comment je l'ai connu, Léon Bohin? Je commandais le bataillon de Joinville à Fontainebleau. Mon épouse habitait Gagny. Je faisais des allers-retours les week-ends. Et un homme est venu me chercher pour prendre en main la section d'athlétisme. Il savait que j'étais très intéressé par le sport, bataillon de Joinville, réunion de tous les athlètes, mis en place par les présidents de fédération, qui faisaient confiance, car on les protégeait, ces petits, ces sportifs. Et j'ai accepté de prendre la présidence de la session d'athlétisme, et c'est là, comme moniteur-chef, il y avait Léon Bohin. Nous étions bien jeunes, lui et moi, encore à cette époque. Et notre session d'athlétisme grandit, jusqu'au jour où un maire, qui n'était pas de notre côté sur le pont politique, il faut bien le dire, M. Favretot, a décidé que le sport serait, selon sa manière de voir, un peu à la manière russe. J'ai donc démissionné, Léon Bohin a démissionné, et la session d'athlétisme n'a pas vécu. Peu de temps après, Léon Bohin a créé la francophonie. Il l'a créée dans la mesure où moi, j'acceptais d'être à côté de lui. Mais je lui avais dit, vous serez président et moi je serai votre vice-président. Et pendant des années, nous avons suivi la route, nous avons fait du sport, nous avons, grâce à la francophonie, voyagé 4, 5, 6 fois le tour de la Terre. Léon Bohin organisait des voyages, partout dans nos îles merveilleuses, la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, le Liban. Que de voyages, que de beauté n'avons-nous pas vu. Et quelle amitié entre tous ces hommes qui se retrouvaient chaque année, une fois ou deux fois, pour ces voyages au long cours, c'est le cas de le dire. Vous voyez, je suis un homme très âgé, mais chacun de ces voyages sont restés dans ma mémoire. Parler de l'athlétisme de nos jours, mais revenons un peu, si vous le voulez bien, dans cette période où la guerre, 1939-1940, s'est terminée par un désastre pour l'armée française. J'étais sergent. J'avais, comme mes camarades, participé à l'expédition en Belgique. La retraite, le désastre, prisonnier, au Cateau, dans le Nord, prisonnier, moi qui étais engagé pour me battre, quelle infamie. Et pendant 15 jours, tous les jours marcher 30, 40, 50 kilomètres sans manger, sans boire, escorté par des Allemands qui vous tapaient à coups de crosse et qui laissaient le long de la route des gens tellement fatigués qu'ils en mouraient. Et pendant plus de 3 semaines, en effet,
ça a duré. Et un jour, alors que le reste de l'armée française se battait à Dunkerque, mes camarades et moi, prisonniers, ont été embarqués, pas loin du Luxembourg, pour l'Allemagne, dans des wagons. 40, 50 prisonniers dans chaque wagon, sans toilette, sans eau. Ce sont des moments qu'on n'oublie pas. Je me suis retrouvé au Stalag 12B, en Allemagne. Mais bien entendu, le devoir d'un soldat, c'est de faire tout pour s'évader. C'est de faire tout pour rejoindre. Et j'ai essayé une première fois. J'ai été repris. J'ai été mis au cachot. J'ai essayé une deuxième fois. J'ai été repris. Encore au cachot. Alors, j'avais décidé de bien faire cette évasion avec sérieux, de la préparer. Et j'avais été volontaire pour travailler dans la gare. Et j'observais, chaque jour, il y avait un train qui partait d'Allemagne et qui allait à Paris. Un train qui apportait du ravitaillement aux soldats qui occupaient notre pays. Alors, dans mon imagination, sans rêver, je suis passé à l'acte. Avec un de mes camarades, mort aujourd'hui, le pauvre. Il est mort, il avait 53 ans. Il était au Maroc. C'était un homme bien, que j'aimais beaucoup. Alors tous les deux, d'abord nous nous sommes cachés le soir. Nous avions prévu des petits outils, car pour entrer dans un wagon, pour éviter d'être vus, pour éviter que les Allemands ne voient que quelqu'un est rentré dans le wagon, ils ne pouvaient pas rentrer ni par le toit ni par les côtés, il fallait rentrer par le plancher. Et pendant 5 heures, nous avons creusé un trou dans le fond du wagon, du plancher du wagon. 5 heures, à suer, à avoir mal au dos sur le ballast, dans la nuit, sans faire de bruit, à gratter. Et nous avons réussi. Nous avons d'abord sorti des bagages pour faire du vide dans lequel nous nous sommes placés, remis en place le matériel sorti, et là nous avons attendu. Ce fut magnifique lorsque le train s'est mis en route. Magnifique lorsque nous avons vu passer la frontière. Magnifique lorsque nous avons vu les magnifiques paysages de l'Est, Châlons-en-Champagne, Épernay, et bientôt Paris. Il ne fallait pas aller jusqu'au bout et attendre que les Allemands ouvrent la porte du wagon pour nous y trouver. Il fallait donc sauter du train. 20 kilomètres avant Paris. Et tenez-vous bien, coïncidence, à côté de Chelles, pays où quelques années après je suis venu habiter, à Gagny, mon ami a sauté, j'ai sauté derrière lui, j'ai attendu un moment qu'il me rejoigne, il ne m'a pas rejoint, je suis donc revenu en arrière, il s'était cassé une jambe. Je l'ai transporté à Gagny. Non, à Chelles, pardon. Je l'ai transporté à Chelles, où j'ai trouvé un médecin qui l'a pris en compte. Et moi, je suis reparti pour continuer ma vie de soldat, car j'ai rejoint Paris, Vierzon, Bourges.
je me suis réengagé, je suis parti en zone libre et j'ai continué la lutte avec le maréchal de Lattre, avec d'autres unités dont je pourrais vous parler bien entendu. Je vais vous raconter comment j'ai connu le général devenu maréchal de France. C'était dans l'armée d'armistice à Clermont-Ferrand. Le général de Lattre passait en revue les écoles, les unités militaires à cette époque, et il avait l'intention de faire des unités spéciales de sport. Il cherchait donc des sous-officiers, déjà moniteurs. Et j'ai été choisi parmi ces moniteurs. Et pendant des mois et des mois, j'ai pratiqué la leçon de gymnastique corrective et de maintien. Et le maréchal, le général à cette époque, venait nous voir très souvent. Je suis parti avec lui à l'école des cadres de Salammbô, en Tunisie. Et 6 mois après, le général qui a été remuté à Montpellier, je suis revenu moi-même à Montpellier, à l'école des cadres de Carnon, comme moniteur-chef. Et les Allemands, au mois de novembre 1942, ont envahi la France, la zone non occupée. Le général de Lattre a donné des ordres pour que des unités se regroupent dans les Pyrénées. Et lui-même, il est parti. Je l'ai accompagné. J'assurais sa sécurité avec 4 autres sous-officiers, dont mon ami Klein, mon ami de toujours, mort aujourd'hui. Et j'ai suivi le général dans ces Pyrénées. J'ai mangé le dernier repas avec lui. Et les gendarmes sont venus l'arrêter. Et moi-même, j'ai été arrêté. J'ai été mis en prison à Tuchon. Mais Tuchon, c'est un endroit où les gendarmes ont laissé la porte ouverte. Je suis sorti et rejoint Montpellier. De Montpellier, j'ai déserté, je suis venu à Limoges pour me cacher en attendant de me rengager, ce que j'ai fait quelques mois après dans le cadre de la première armée française. C'est une belle histoire. Je vous un grand respect à ce maréchal de France, dont l'épouse est devenue une amie, dont le fils, Bernard, qui a été tué quelques années après en Indochine, était devenu comme un frère pour moi. Bernard, qu'est-ce qu'il était gentil ce garçon, fils de maréchal de France, qui a donné sa vie pour la France, mort en Indochine. Évidemment, la vie militaire m'a conduit pendant 5 années loin de la France, en Indochine, pour me battre. La politique était faite à ce moment-là qu'il fallait conserver ce morceau de colonie. Et je me suis battu pendant 5 années. J'ai commandé une magnifique compagnie avec des Cambodgiens. J'ai commandé une compagnie de légionnaires à la frontière chinoise. Que de souvenirs, que de beaux soldats. Les Cambodgiens, très fidèles, mais pas faits pour la guerre. Les légionnaires, des guerriers,
des beaux soldats, magnifiques. J'en garde un souvenir profond. J'en ai connu des histoires, j'en ai connu des embuscades, j'en ai connu des fusillades. J'ai toujours eu de la chance. Je ne suis jamais tombé dans un trou. Je n'ai jamais été blessé, à part un coup de poignard dans le bras, tombé dans une embuscade. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Je vais vous dire, grand honneur, quand je parle de la Légion au Tonkin. Un jour, mon colonel m'appelle et me dit, lieutenant Torrent, vous partez en France, portez le drapeau du 13e régiment, du 5e régiment étranger. Vous allez défiler au 11 novembre sur les Champs-Élysées. Vous représenterez l'honneur des légionnaires. Quelle fierté! Et pendant 15 jours, j'ai fait le voyage Indochine-Paris, puis ensuite Paris-Indochine, pour porter mon drapeau. Ce drapeau que je n'ai jamais voulu laisser, que j'ai couché avec, pour ne pas le perdre. Qui m'a d'ailleurs donné l'occasion de connaître mon fils, en venant à Paris, au 11 novembre. J'ai connu ce fils que je n'avais pas connu quand je suis parti. Quand je suis parti, j'étais instructeur à Couëtquidan. J'étais instructeur d'élèves officiers. Et ensuite, chef d'un service des sports. Je garde un excellent souvenir de Couëtquidan, où sont nés mes enfants. J'ai vécu du bon temps, du temps de paix. Mon épouse était heureuse. J'en garde un très bon souvenir. Comme le temps est passé, mais n'a pas effacé tous ces beaux souvenirs de ce pays breton, où nous étions bien accueillis. Dans une école qui, à cette époque-là, voyait la moitié de ses promotions tuées dans des combats, en Indochine et ensuite après en Algérie. Parce qu'aussi, il faut que je vous parle de l'Algérie. Lorsque mon unité du 5e étranger a été dissoute, je suis venu donc en Algérie, et là j'ai été affecté à la 13e DBE, des légionnaires encore. Et pendant 1 an et demi, avec ces légionnaires, j'ai connu beaucoup de mauvais coups, beaucoup de souffrances, beaucoup de morts. Quel dévouement ces légionnaires, au service de la France, sans problème. Plus facile à commander que des ressortissants français. Ça marque une vie. Je les ai au cœur encore. Je suis d'ailleurs resté fidèle. À bientôt 97 ans, je continue à les voir, à les pratiquer au fort de Nogent, au cours de repas, de petits rassemblements. C'est toujours les mêmes chants, ces chants que je chantais moi-même il y a 50 ans, 60 ans. Parlons d'Afrique, parlons d'Algérie. J'ai commandé une unité saharienne avec des dromadaires. J'avais 180 dromadaires. 90 qui étaient au pâturage et 90 qui étaient en activité. Et chaque année, à l'occasion du 14 juillet ou du 11 novembre, mon unité, la 6e compagnie saharienne d'infanterie, défilait dans les rues de Tougourt. Le chef que j'étais sur le plus beau des chameaux,
le plus beau, tout blanc, était devant. D'une manière martiale, mon unité s'avançait vers le colonel que j'allais saluer d'un coup de chapeau, d'un coup de main. Lorsque mon chameau, mécontent, a fait devant tout le monde demi-tour. Et tenez-vous bien, la honte, le chef, repart dans l'autre sens. Et toute son unité continue à marcher. Ce fut remarquable et remarqué. C'est un bon souvenir aussi.